Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna. J'ai oublié de présenter Denis Durand, je suis quand même tout. Donc en deux mots quand même. Hein. Donc c'est un camarade qui est un des animateurs essentiels de la commission économique du PCF et qui est l'ancien directeur adjoint de la Banque de France. Voilà. Alors, premièrement, y a-t-il une crise? Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Alors, une crise, je pense que la notion de crise est intéressante si on n'y voit pas seulement un moment où tout va mal et les gens sont malheureux. Une crise, c'est à la fois quelque chose où le système qui est en crise ne fonctionne plus, mais où les possibilités de le faire fonctionner autrement sont susceptibles d'émerger. C'est un moment où le système ne peut plus continuer sans changer ses règles de fonctionnement, ou sans qu'on change les règles de fonctionnement du système. Là, je parlais du système économique, qui est un des systèmes qui constitue le monde qui nous environne. Il y a le système naturel, il y a le système, les relations entre les êtres humains qui ne sont pas l'économie, et il y a le système économique qui est le système de toutes les activités que les êtres humains développent et les relations qu'ils développent entre eux pour prendre des produits de la nature et les transformer en produits utiles à leurs propres besoins. C'est ça ma définition de l'économie. Et il me semble en effet que nous sommes dans une phase où le système capitaliste se trouve confronté à une situation où il ne peut plus bien fonctionner selon ses propres règles. Et donc, il y a un appel, une exigence de définir des nouvelles règles, qui, à mon sens, ne soient plus des règles capitalistes. Mais c'est très difficile, parce que dans un premier temps, ce qui domine, c'est plutôt ce qui nous tire vers le bas. Ce qui fait que la prédominance des règles capitalistes nous empêche de répondre aux problèmes du XXIe siècle. Et on sait que la règle fondamentale de fonctionnement du capitalisme, la régulation du système capitaliste, c'est la recherche du taux de profit maximal. Le capital, c'est de l'argent qui veut faire plus d'argent. C'est ça la définition possible du capitalisme, c'est ça. C'est un système économique dans lequel le but de l'activité économique, c'est d'accumuler de l'argent. Et pour accumuler de l'argent, il faut l'accumuler sous forme de profit. Le profit, c'est la part des richesses issues de la production qui vient augmenter le capital qui a été introduit à l'origine du cycle de production. Et ça, c'est vrai depuis que le système capitaliste s'est imposé entre la fin du Moyen-Âge et le XIXe siècle, s'est imposé comme le système dominant qui impose sa marque à l'ensemble des activités économiques dans la société. Et si on observe l'histoire économique depuis le début du XIXe siècle, on voit que l'évolution du capitalisme est rythmée par des crises. Alors il y a des petites crises, le cycle des affaires, des récessions, des moments de marasme, et puis ça repart comme avant. Et puis il y a aussi des crises plus graves qui durent plus longtemps. On a observé, alors, en analysant les statistiques, on a observé que tous les 50, 60 ans, le système se trouve face à des contradictions plus profondes. Ses règles de fonctionnement sont mises en cause et il est amené, c'est pas forcément le fait d'une volonté unique qui serait celle d'un individu qui dirigerait l'évolution du système, mais le système, après des tâtonnements, après des conflits, après des guerres parfois, des crises économiques,
redéfinit son propre fonctionnement. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, on est passé du capitalisme concurrentiel au capitalisme de monopole qui permettait à certains capitaux plus puissants que les autres de capter une part plus grande du profit. Et le capital a connu une crise du même genre à la fin, oui, dans les années 20, qui est bien connue. On se souvient de la crise des années 30, qui était la manifestation de cette crise, et c'était le même mécanisme. C'est-à-dire, il y avait tellement de capital accumulé au cours de la période précédente, les affaires avaient tellement bien marché que le capital s'était puissamment accumulé, et il était tellement accumulé que la société, l'économie, n'était plus capable de rendre assez de profit pour rémunérer ce capital au niveau où il exige sa rémunération. Il y a de plus en plus de capital qui demande de plus en plus de rémunération, mais la rémunération, vous pouvez la chercher quelque part, dans la richesse créée par les gens. Et si cette richesse ne peut pas augmenter autant que le capital s'est accumulé, il y a un problème, suraccumulation de capital. Et là, il faut trouver une solution. Donc la solution, c'est de trouver un moyen pour qu'une partie du capital ne réclame plus de profit. Et alors, la solution qui a été trouvée dans les années 30, c'était l'intervention massive de l'État dans l'économie. Une grande partie du capital était devenue du capital public qui fonctionnait, qui embauchait des salariés, qui produisait des choses, de l'électricité par exemple, si on était EDF, des transports en chemin de fer si on était la SNCF, mais sans exiger le taux de profit normal qu'aurait exigé un capitaliste. Et du coup, il restait du profit pour des capitalistes privés. L'exemple classique qu'on donne, je ne sais pas s'il est dans le détail aussi vrai qu'on le dit, mais en tout cas il fait bien comprendre le mécanisme. EDF, grande entreprise publique nationalisée à la Libération, fait accomplir la production d'électricité en France des gains de productivité considérables, mais EDF ne capte pas tous les profits issus de ces gains de productivité pour ses actionnaires, en l'occurrence pour l'État. Il pratique des prix préférentiels pour ses clients privés, et en particulier pour les grandes industries, comme par exemple l'industrie de l'aluminium, Péchinet, qui a besoin de beaucoup d'électricité pour fabriquer de la chimie. Et c'est comme ça que ces groupes privés ont commencé à développer une capacité de rentabilité pour se développer et devenir des grands groupes multinationaux. Ensuite, ils ont eu des aventures, et parfois même des mésaventures, mais c'était un coup d'accélérateur au développement du capitalisme français. C'est ce qu'on appelait le capitalisme monopoliste de l'État, auquel on peut ajouter social, parce que c'était aussi le résultat d'un rapport de force de la libération. Des grandes conquêtes sociales, la nationalisation c'est une conquête sociale, le régime social dans les entreprises nationalisées c'est une conquête sociale, la sécurité sociale c'est une conquête sociale, etc. Mais on est resté dans le cadre du capitalisme et cette dévalorisation de capital public a été finalement utilisée pour revaloriser le capital privé. Et ce système-là, ce capitalisme monopoliste d'État social, qui a très bien fonctionné dans les années 40, 50, 60, est lui-même entré en crise à partir du milieu des années 60. C'est-à-dire qu'on détecte, les statisticiens détectent, à partir du milieu des années 60, une suraccumulation de capital. Il y a trop de capital matériel, trop de capital financier par rapport à ce que peut donner l'économie. Même si l'économie a progressé en efficacité, même si les gens sont employés, même s'ils sont bien formés, on n'arrive pas à produire assez de richesses pour rémunérer le capital. Et là, commencent les difficultés. Donc, la réponse du système capitaliste a été de développer la financiarisation. Les financiers ont capté énormément de profits, je reviendrai pour une autre question là-dessus, mais ils n'ont pas réussi à relever l'efficacité du capital. Et nous, à la Commission économique, on a commencé à faire des études un peu précises sur la mesure de l'efficacité du capital aujourd'hui, pas dans les années 60, à l'époque où on avait diagnostiqué la crise, mais aujourd'hui, et on constate, semble-t-il, c'est les premiers travaux, on n'est pas au bout du travail, mais quand on regarde les choses très précisément, on voit que la tendance à ce qu'il faille de plus en plus de capital pour la production d'une certaine quantité de richesse, cette tendance-là continue de se manifester aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le taux d'exploitation, augmenter la part des profits dans la valeur ajoutée, mais il y a quand même une limite, c'est que la valeur ajoutée ne croît pas assez vite, ne croît pas aussi vite que le capital. Et à un moment donné, on touche à cette limite. Par exemple, on ne peut plus supporter, par exemple, que 14% de la richesse nationale soit consacrée aux retraites. Donc il faut absolument faire une réforme des retraites pour casser notre système et faire baisser la part des richesses consacrées aux retraites en dessous de 14%, du PIB, par exemple. Alors tout ça, donc c'est à la fois ça, il y a et en même temps c'est la montée d'une potentialité nouvelle. La révolution écologique que tout le monde voit,
c'est à la fois la pollution, le réchauffement climatique, le menace vitale sur l'humanité, et c'est aussi l'ouverture de nouveaux espaces. L'écologie, aujourd'hui, ça va jusqu'à la planète Mars. Ça va jusque sous les océans, ce qui n'était pas le cas. Pas forcément une solution au problème, mais c'est nouveau. C'est une révolution. Il y a une révolution informationnelle, j'y reviendrai, parce qu'il y a une question spécifiquement là-dessus. Il y a une révolution monétaire sur laquelle personne n'a posé de question, mais qui fait partie aussi du tableau. Donc, c'est des choses nouvelles, mais qui apportent des nouvelles potentialités. C'est-à-dire, le pouvoir de l'humanité n'a jamais été aussi grand. Jamais l'humanité n'avait été jusqu'à présent capable de détruire son propre environnement. C'est nouveau. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est un fait. Et c'est vrai aussi pour la monnaie, c'est vrai aussi pour le traitement des informations, etc. Voilà. Donc, je suis déjà entré dans la deuxième série, dans une série de questions qui vient après. Futur de l'économie mondialisée face à la question du pétrole et au réchauffement climatique. Donc, la question de la révolution écologique. Il y a une question sur laquelle je vais passer rapidement qui porte sur l'agriculture. Donc, évidemment, la question écologique aujourd'hui est dans l'actualité, est dans les têtes, et il est impossible qu'il n'y ait pas des questions là-dessus. Alors, je vais renvoyer bien sûr au dernier numéro d'Économie et Politique, la revue économique du Parti communiste, qui contient un dossier spécifiquement là-dessus. Ce que je peux dire très rapidement pour répondre à ces questions sur la révolution écologique, c'est que bon, il y a un énorme problème, il y a beaucoup d'énormes problèmes, là, la biodiversité, bien d'autres choses comme ça, très grave, tout le monde a compris que c'était très grave. Mais ce qui montre aussi, c'est la conscience qu'il faut une autre production, un autre mode de développement. Moi, je pense. Et là, je me réfère à une expérience que j'avais eue quand j'étais représentant de la CGT au Conseil économique et social. On avait auditionné un expert du pétrole, Jean-Marie Chevalier, qui est un économiste plutôt de droite, mais qui nous avait décrit la situation de façon qui m'avait paru très proche de ce que je pourrais dire. Il m'avait dit, voilà, on a un bien commun, ou un bien public, peut-être disait un bien public, moi je dirais un bien commun de l'humanité, qui est par exemple le climat. Mais ce qui affecte l'évolution de ce climat, ce sont des décisions privées, dictées par la rentabilité de Total, Aramco, Exxon. Et on ne s'en sortira pas sans un bond technologique. Il faut des nouvelles façons de produire, pas seulement de l'énergie, mais aussi construire des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie, construire des systèmes de transport qui économisent l'énergie et qui évitent d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, des systèmes industriels qui soient économes d'énergie. C'est vraiment des questions lourdes. Quand on parle, au-delà même du sujet du climat, dans les statistiques françaises, les déchets, 94% des déchets qui sont produits, si j'ose dire, en France, sont produits par les entreprises. Donc c'est très bien d'avoir la poubelle pour être recyclée, etc., de faire attention à ce qu'on dépend, à la façon dont on mange, dont on se chauffe, etc. C'est très bien. Et c'est 5%. 94%, ça se passe dans les entreprises. Et là où le capital règne en maître. Donc c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Donc c'est une autre façon de produire qu'il faut arriver à inventer, mais qui ne soit pas inspirée par la rentabilité privée, mais par le souci de l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. Et nous, je pense que dans les éléments de solution, j'anticipe un peu sur les questions qui viendront après, je pense qu'il s'agit de produire des biens communs. Ce n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on entend dire d'habitude. La pureté de l'air, de l'eau, un climat respirable, ça va demander du travail. Fabriquer autrement des habitations, des systèmes de transport, des systèmes de ce qu'on veut, enfin, vraiment tout doit changer. Ça veut dire qu'il va falloir travailler autrement. Il va falloir des emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Apprendre des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est un travail, c'est de la production. Mais cette production-là, si on attend des marchés financiers qui la financent, si on attend des multinationales qui la mettent en œuvre, on n'y arrivera pas, parce que ça ne sera pas rentable. On reviendra un peu sur la distinction entre rentabilité et efficacité. Et donc, il faut trouver des outils, des moyens de produire qui ne soient pas dominés par la rentabilité financière ou la rentabilité des multinationales. D'où l'importance du développement de nouveaux services publics. Alors le cas évident, c'est les transports de marchandises,
tout le monde sait qu'il faut arrêter de transporter autant de marchandises sur la route qu'il faut transporter par le rail. C'est clair. Chez nous, on fait une grève pour ça, et on va continuer. Mais ça veut dire un service public. Parce que si on fait ce qui est en train de se faire en matière ferroviaire en Europe, c'est-à-dire la mise en concurrence, etc., la case du service public, on n'y arrivera pas. Je crois tous les jours, on le voit tous les jours. Donc, service public, mais avec des entreprises publiques. Et en plus, ce qui vient un peu compliquer le tableau, c'est qu'il y a des services publics qui sont aujourd'hui d'envergure mondiale. Les transports ferroviaires, c'est d'envergure européenne, c'est très clair. Mais le service public de l'accès à l'information, Google, c'est un service public qui devrait être... alors, on ne peut pas dire nationalisé, puisque ça peut être international. Il faut pouvoir partager les informations au niveau mondial. Mais il faut inventer une nouvelle forme de service public qui soit à la fois ancrée dans les pouvoirs locaux des usagers, des salariés qui travaillent dans ces services publics, et à la fois qui touche à la mondialisation. C'est nouveau, mais c'est nécessaire. Et puis, ça va être une première condition, donc, des services publics. Mais deuxième condition, si on veut financer ce que certains appellent la transition écologique, nous préférons le terme de révolution écologique, parce que c'est vraiment un autre système, il faut beaucoup d'argent. Le GIEC dit 2,5% du PIB mondial, rien que pour l'énergie. Si on rajoute les investissements dans l'industrie, dans la construction, dans tous les autres secteurs qui sont concernés par le réchauffement climatique, c'est au moins 6% du PIB. Donc c'est 1 000 milliards de dollars par an, plusieurs centaines de milliards d'euros dans un pays comme la France, beaucoup d'argent qu'il faut avancer pour pouvoir faire ces investissements. Donc ça suppose un autre financement, faire appel à la création monétaire des banques centrales, etc. Voilà pour ces questions concernant l'écologie. Je vais à toute allure, je ne mets pas les nuances nécessaires parce qu'on a encore beaucoup de questions à traiter. Il y a une question sur une révolution qui est, à mon sens, aussi importante que la révolution écologique, qui est la révolution informationnelle. Il y a une question qui dit, dans les textes du Condelord, on parlait, on n'en a jamais discuté, alors je ne sais pas si on a discuté ailleurs, etc. Donc je pense qu'effectivement, il se passe quelque chose. Alors tout le monde voit, c'est comme pour la révolution écologique, tout le monde s'en aperçoit. On a tous des téléphones portables, on a tous des... Aujourd'hui, la production, ça se passe devant des écrans d'ordinateur, même dans l'industrie. Dans beaucoup de cas. Les réseaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Alors moi, je pense que pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut se placer dans une perspective historique. Bon, je pense qu'il y a eu 3 grandes révolutions technologiques dans l'histoire de l'humanité, n'ayons pas encore des mots, soyons audacieux. Il y a eu la révolution, disons, néolithique, quand on a inventé l'agriculture, l'élevage, les villes, 6 000 ans avant Jésus-Christ. Là, la civilisation a vraiment radicalement changé, pour le meilleur et pour le pire. Et ensuite, la civilisation n'a pas beaucoup évolué jusqu'à Napoléon. La vie quotidienne des paysans de l'Ancien Régime n'était pas si éloignée que ça de la vie quotidienne des paysans du Proche-Orient à l'aube de l'histoire. Et puis là intervient la révolution industrielle. Et là, la révolution industrielle, ça change beaucoup de choses. Je pense à quel point la civilisation a changé, la vie quotidienne a changé. Et la révolution industrielle, c'est la machine-outil. Et donc, la révolution industrielle, c'est la machine-outil, alors, qui remplace la main de l'homme. Là, elle remplace, je ne sais pas quoi, les oreilles. Et évidemment, ça a provoqué des gains de productivité gigantesques, une accumulation de richesses matérielles qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et c'est la base technique du capitalisme. Ça va de pair, c'est pas la cause du capitalisme, ça va de pair avec le développement du capitalisme. Les deux se renforcent mutuellement. Parce que pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes de production très coûteux, des locomotives, des machines à vapeur qui font tourner toute une usine, des machines de plus en plus compliquées, il faut avancer beaucoup d'argent pour les acheter d'abord et ensuite les faire produire. Et donc il faut beaucoup de capital. Chose que les systèmes économiques antérieurs, la féodalité, même l'Ancien Régime, n'arrivaient pas à faire à ce degré-là. Et donc il faut... donc c'est allé de pair. Les deux se renforcent les unes les autres. Et le pouvoir de posséder des outils de production, des machines, est énorme. Il permet d'exercer ce pouvoir sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de salariés.
pour les grands entrepreneurs. Alors, ce qui est et ça continue jusqu'à aujourd'hui, la robotisation, c'est l'achèvement de la révolution industrielle. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la machine a commencé, depuis une cinquantaine d'années, à remplacer non seulement ce que fait la main, les êtres humains, mais aussi ce que fait le cerveau, certaines opérations de l'esprit. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un autre type de révolution technologique. Donc, ce n'est pas une nouvelle phase de la révolution industrielle, c'est encore autre chose. Ça nous fait entrer dans autre chose. Et ça c'est très différent pour une raison, c'est que les propriétés économiques d'une information ne sont pas les mêmes que les propriétés économiques d'une machine. Une machine-outil, elle est à moi si je suis un capitaliste. Elle n'est pas à moi du tout si je suis un salarié. Et même si c'est moi qui travaille dessus, la machine n'est pas à moi. Elle est au propriétaire des moyens de production. Elle est au capitaliste, celui qui a avancé l'argent pour l'acheter et pour l'installer. Alors qu'une information, et si le capitalisme donne la machine-outil, ben, il n'est plus capitaliste. Alors qu'une information, par nature, ça se partage. Si j'ai une information, elle est à moi. Si je vous la donne, elle est à vous, elle est toujours à moi. Donc c'est des propriétés économiques qui ont été vues d'ailleurs par les économistes néoclassiques. Mais ça induit une toute autre, ça peut induire, potentiellement ça peut induire une toute autre logique économique. C'est-à-dire, au lieu d'une logique d'appropriation privée pour pouvoir mobiliser une force de travail autour de la propriété d'un outil de production, ça peut être une logique de partage, où on va partager les informations et ce faisant partager les coûts de production de ces informations. Partager aussi les bénéfices qu'on en retire. Et ça, c'est très important de le faire sur l'échelle la plus grande possible. Par exemple, les systèmes de recherche fondamentale, mais aussi de recherche technique, sont aujourd'hui organisés à l'échelle mondiale. Que ce soit les centres de recherche, c'est pas du tout un hasard si, je pense, si le World Wide Web a été inventé au Centre européen de recherche nucléaire, parce qu'il fallait partager les résultats des recherches avec un outil. Mais les multinationales, c'est pareil, ce sont des réseaux de partage des informations à l'échelle mondiale. On peut avoir un laboratoire à Tel Aviv, un laboratoire à Los Angeles et un laboratoire en Inde, et on travaille ensemble. Et ça, c'est un élément concret qui est le produit direct de cette révolution informationnelle. Mais la conséquence suivante, c'est que, alors que dans l'industrie traditionnelle, la subordination du travailleur à la machine a été poussée très loin, et au XXe siècle avec le taylorisme, dans le monde informationnel, si on veut subordonner le travailleur à la machine, alors c'est la catastrophe. Parce que la machine va tomber en panne. Et quand la machine va tomber en panne, si le travailleur n'est pas capable de prendre l'initiative qui va permettre de la réparer, de la remettre en fonctionnement et de la rendre efficace, le système ne marchera jamais. Il y a des exemples, on en a tous les jours. Des projets je pourrais en citer à la Banque de France, il y en a à la peine. On dit les gens ne comprendront jamais, on leur met un système automatique qui va marcher très bien, et on va on va robotiser, on va économiser des emplois, et surtout on ne forme pas les gens parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Résultat, la catastrophe. Et on va à des choses qui mettent en cause l'existence même de l'entreprise. Ça ne marche que si les gens sont capables d'intervenir, d'avoir du pouvoir sur leur travail et sur la façon dont ils organisent le fonctionnement du système de production. Donc, ça a une conséquence politique considérable. Et donc, c'est en quelque sorte, je vais donc, tout en étant très lapidaire, donc exigeant d'un nouvel type de croissance de la productivité. Au lieu d'accumuler des moyens matériels de plus en plus perfectionnés et de plus en plus chers pour pouvoir exploiter au maximum une main-d'œuvre à laquelle on demande de travailler de façon ultra subordonnée, l'efficacité aujourd'hui, on sent, mais ils n'osent pas y aller jusqu'au bout parce que ça va mettre en cause la rentabilité. Google, c'est une contradiction vivante. Il faudrait pouvoir donner le pouvoir aux salariés et leur donner le pouvoir d'inventer, de définir, de choisir, d'intervenir avec le pouvoir de décision sur les choix fondamentaux de l'entreprise, d'investissement, d'embauche, de financement, etc. Et ça heurte violemment la logique du capital. Donc c'est une forme de contradiction, si on veut, entre les forces productives et les rapports de production. Et donc ça renvoie à l'exigence d'un nouveau type de croissance de la productivité, mais qui est une exigence révolutionnaire, qui est une base potentielle pour le communisme.
mais potentielle. Pour l'instant, c'est encore les rapports capitalistes qui dominent. Et plus la crise s'approfondit, plus elle s'envenime, plus éventuellement les effets sont violents. Et alors il y a une question que j'ai sautée, mais qui porte sur la crise qui vient. Effectivement, tout le monde parle d'une crise qui va venir. Alors c'est pas la crise au sens qu'on vient de développer à l'instant même, c'est plutôt un épisode paroxystique de la crise, c'est-à-dire un moment où les contradictions du système vont être tellement violentes qu'elles vont éclater. Et donc ça va donner un krach financier, bon, il y a une récession qui se dessine. Et tout le monde dit, dans la profession des économistes, depuis longtemps maintenant, ça sera pire qu'en 2008. Il y a des raisons précises de considérer que ça sera pire qu'en 2008. Et ça sera la manifestation du fait que le système ne peut échapper à la question d'une autre forme de mondialisation, une autre forme de production, un autre mode de développement avec un autre mode de croissance de la productivité et d'autres pouvoirs. Et un autre partage des pouvoirs entre ceux qui travaillent et ceux qui profitent de leur travail, hein, aujourd'hui. Et donc, ça remet en cause profondément le capitalisme. Donc, deuxième série de questions, on n'avance pas très vite, sur le capitalisme. Alors, donc, une question très circonstanciée qui demande de mieux comprendre les mécanismes d'économie capitaliste pour mieux prendre le pouvoir sur les banques, agir contre la fraude fiscale, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le chiffre d'affaires, le profit? Quelqu'un dit les marxistes disent que le capitalisme c'est l'exploitation des travailleurs, mais au-delà du ressenti des salariés, à quoi ça renvoie précisément? Il y a une question qui part du cas de Renault, qui consiste à dire les actionnaires n'ont pas mis d'argent dans l'entreprise, mais les fonds propres sont passés de 80 000 euros par salarié à 250 000 euros par salarié. Est-ce que ça n'est pas du vol en toute justice? Alors, moi, je pense que c'est très injuste, c'est révoltant. Les capitalistes répondront, mais ça n'est pas du vol. Regardez, on vous a acheté votre force de travail à ce qu'elle vaut sur le marché. Vous, les salariés de Renault, vous avez payé le salaire du marché. Et nos marchandises, nos voitures, nous les avons vendues au prix du marché. On n'a volé personne. Et ça, c'est un... Alors, ça paraît un peu naïf de dire des choses comme ça, mais c'est un énorme problème pour les économistes classiques. Les pères fondateurs de l'économie politique, Adam Smith, Ricardo et les gens de cette époque-là, ils avaient vu que la valeur des marchandises sur le marché avait un rapport avec la quantité de travail dépensé pour les producteurs. Ça, il l'avait vu. Mais il se trouvait devant un problème. Si chacun achète les marchandises des autres à leur valeur, comment c'est-il que certains s'enrichissent et que d'autres ne s'enrichissent jamais et voire s'appauvrissent? Et que les uns s'enrichissent du travail des autres. Comment expliquer cette espèce de contradiction difficile? Alors c'est effectivement c'est Marx qui a apporté une solution convaincante et relativement claire à cette question, à savoir ce que le salarié d'une entreprise capitaliste vend à son patron, ça n'est pas le produit de son travail, ce ne sont pas les marchandises qu'il a produites. Ce qu'il vend à son patron, c'est le droit de l'ouvrière qui est sur un métier à tisser 12 heures par jour en 1840 à Manchester, elle ne vend pas à son patron les filets de coton qui sortent de la marchandise. Elle vend à son patron le droit de la faire travailler pendant 12 heures. Et ça, ça vaut ce qui est nécessaire pour produire une ouvrière capable de travailler pendant 12 heures. Donc il faut qu'elle mange, il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle puisse élever ses enfants, etc. Ça a une valeur aussi. Ça demande du travail pour produire tout ça. Et cette valeur est moins grande que la valeur qu'elle produit en travaillant 12 heures dans la journée. Donc il y a un surproduit, et ce surproduit, ce qu'on appelle la plus-value, est accaparé par le capitalisme quand il vend le résultat du travail à sa valeur sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on sait plus ou moins, enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont appris ça, le marxisme c'est ça. L'économie marxiste c'est ça. En vrai, quand on en reste là, on a manqué beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est une réponse à la question. Et du coup, il y a une question. Qu'est-ce qui caractérise en premier lieu le système capitaliste par comparaison aux systèmes qui l'ont précédé? Point d'interrogation. Et moi, je pense que, effectivement, ce qui caractérise le système capitaliste
par rapport à des systèmes qui l'ont précédé, ça n'est pas que les travailleurs sont exploités. Parce que les esclaves de l'Antiquité étaient exploités aussi. Les paysans du Moyen-Âge qui étaient attachés à un domaine seigneurial étaient exploités par les seigneurs. Donc, les salariés de l'économie capitaliste sont exploités par les capitalistes. Donc, où est la différence? Alors, pour résumer la différence en un mot, c'est que la relation d'exploitation en régime capitaliste, elle passe par une relation d'argent sur le marché, ce qu'on appelle le marché du travail. Le capitalisme, en contrepartie du travail que fait le salarié, il lui donne de l'argent, ce qu'on appelle un salaire. Ça, c'est la face rapport salarial du rapport social qui est le capital. L'autre face, c'est l'argent avancé. Et le pouvoir exercé sur quelqu'un. Mais ce pouvoir, il a contrepartie le versement d'une somme d'argent qui est le salaire. Les esclaves de l'Antiquité, en contrepartie de leur salaire, ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient des coups de fouet, complètement. Et le capitalisme n'achetait pas leur force de travail. Ils les achetaient eux, c'est autre chose. Dans un domaine féodal du haut Moyen-Âge, c'était pas organisé autour d'un échange d'argent entre le seigneur et le seigneur ne donnait pas de l'argent aux paysans. Hein, il prenait une partie de la récolte. C'est une façon de l'exploiter, mais qui ne passait pas par des relations de marché, par des relations d'argent. Et donc, dans le capitalisme, ce qui fait la spécificité du capitalisme par rapport à des modes de production antérieurs, c'est le fait que celui qui a le pouvoir, celui qui exploite les autres, c'est ce que lui de Marx appelle l'homo sécu, celui qui arrive et qui dit j'ai de l'argent, avec cet argent je vais acheter de la force de travail, donc je vais embaucher des salariés. Et je vais acheter aussi des bâtiments, des machines, des matières premières pour faire travailler ces gens-là. Et je vais accroître la valeur de tout ce que j'ai acheté de la valeur qui est apportée par le travail des gens. Et dans cet accroissement de valeur, je vais m'en approprier une grande partie, ce qu'on appelle la plus-value, et je vais la transformer en profit. Et je vais le transformer en profit parce que ça va être de l'argent que je vais accumuler pour continuer à développer un processus de production ou d'accumulation d'argent piloté par ce dont j'ai parlé il y a un instant, qui est la recherche du taux de profit maximal. Et donc, on peut décrire le capitalisme comme un système dans lequel on a... dans un système, il y a trois choses. Il y a une structure, disons, des forces productives et des rapports de production, on peut parler dans l'abstrait. Il y a des opérations, donc les opérations économiques, c'est la production, la répartition, la circulation, la consommation. Toute une série d'opérations qui s'enchaînent les unes des autres et qui se reproduisent d'un cycle suivant. Et puis il y a une régulation, c'est-à-dire c'est l'ensemble des mécanismes qui font que un système tient, que les règles continuent de s'appliquer dans le premier cycle, et puis dans le cycle suivant, et puis dans le cycle client, ensuite après. Et la régulation, c'est aussi ce qui permet au système de continuer d'exister tout en se transformant. La régulation, ça définit à la fois la façon dont le système se maintient en tant que lui-même, maintient ses règles de fonctionnement, et comment il évolue. Je me lance dans une comparaison hasardeuse, mais si on regarde l'évolution naturelle comme un système, il y a à la fois les règles qui font que les animaux se reproduisent, les chiens ne font pas des chats, donc, mais en même temps, de temps en temps, il y a des mutations et les espèces évoluent. Tout ça, c'est un phénomène de régulation. On peut le voir comme un phénomène de régulation, à la lumière de la théorie des systèmes qui a été développée au XXe siècle et qui a servi de base à un développement intéressant de la pensée de Marx. Marx a déjà ça en quelque sorte en germe, mais il n'avait pas à sa disposition les outils conceptuels qui ont été inventés au XXe siècle. Donc voilà, le capitalisme. Et donc, il est fondamental de voir que ce qui régule le système, c'est cette recherche du taux de profit maximal, avec cette efficacité-là, une certaine conception de l'efficacité, donc plus de profit par rapport au capital avancé par le capitalisme, mais aussi ses contradictions. Parce que plus on va accumuler du capital, plus il va réclamer de la rentabilité, et jusqu'à un point où le système ne sera pas capable de lui apporter. Il y a une question qui porte sur capitalisme financier, capitalisme industriel. Alors, il y a besoin de finances dans le capitalisme.
je le disais tout à l'heure, il faut que l'homme aux écus, il ait pris les écus quelque part. Il faut rassembler de l'argent pour pouvoir commencer sa carrière de capitaliste et pour pouvoir la poursuivre, pour pouvoir étendre, pour pouvoir investir, acheter des machines, embaucher des gens, payer des salaires pour pouvoir produire éventuellement. Et mais pour ça, il faut arriver avec de l'argent. Donc, Marx montre très bien dans le Capital et d'ailleurs que le développement du système capitaliste a besoin de ce qu'il appelle un système de crédit. C'est-à-dire quelque chose qui va apporter de l'argent aux capitalistes avant la production. Et ensuite, on aura la production. Si tout va bien, on va produire des marchandises, on va créer de la valeur marchande en exploitant le travail des gens. On va vendre ces marchandises et avec une partie du profit, on va pouvoir rembourser éventuellement les gens qui nous ont avancé l'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le système de crédit, disait Marx, c'est assez juste comme représentation parce qu'il met l'accent sur le plus important, c'est le crédit. Avancer l'argent avant que celui qui reçoit l'argent soit capable de le rembourser. Aujourd'hui, on dirait plutôt système monétaire et financier parce qu'il y a des complexités qui se sont rajoutées au fonctionnement du système de crédit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, et là, je vais aller très très vite, mais quand la suraccumulation de capital qui s'est manifestée dans les années 60 a commencé à devenir insurmontable, que les politiques économiques de relance n'ont plus marché, que Chirac en 1975 annonce le bout du tunnel pour l'année prochaine et le bout du tunnel n'arrive pas. Des dispositions ont été prises, des choix de politique économique et notamment de politique monétaire ont été faits qui ont donné le pouvoir aux marchés financiers. Et les marchés financiers, c'est une certaine forme de financement de l'économie. C'est un type de financement dans lequel les gens qui veulent s'endetter ou augmenter leur capital émettent des titres. Je mets des actions, je mets des obligations. Et ces actions, ces obligations circulent sur un marché. On peut les acheter, les vendre, spéculer. Et celui qui possède un titre, il a un pouvoir énorme sur celui qui les lui a vendus. C'est celui qui les a émis. Parce qu'il peut décider de vendre. Et si si demain la fusion, parce que ça peut encore arriver, la fusion PSA, Chrysler, Fiat échoue, vous allez voir l'effondrement des cours de PSA en bourse. Donc c'est de la sanction immédiate. Donc le pouvoir du capital s'exerce de façon totalement sans entrave et sans nuance, en quelques fractions de seconde, sur la gestion des entreprises. Et c'est ça qui a été mis en place dans les années 80. Enfin, ça commence en 79 aux États-Unis, en 83 chez nous, et puis à la fin des années 80, ça y est, on est dans une financiarisation mondiale pilotée par Wall Street. Et ça a été extrêmement puissant pour relever les taux de profit, pour augmenter le taux d'exploitation, en changeant la gestion des entreprises, en obligeant les dirigeants d'entreprise à faire des choix techniques, des choix d'embauche, des choix de formation, des choix de recherche, qui privilégient la rentabilité plutôt que, par exemple, la création de valeur ajoutée. Et bien sûr, plutôt que l'emploi. Et ça, dans une certaine mesure, ça a marché. Ça a permis de continuer d'accumuler du capital. Mais ça n'a pas suffi pour mettre fin à la suraccumulation de capital, d'où la prolongation de la crise aujourd'hui. Alors on me dit, mais là-dedans, et les banques, alors qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi est-ce que les banques ne font pas leur métier, qui aurait dû être de faire ça, d'éviter à l'économie de dépendre des marchés financiers en prêtant directement l'argent à ceux qui en ont besoin. Et précisément, les banques et les banques centrales ont une responsabilité énorme dans cette financiarisation, parce qu'au lieu de prêter l'argent aux entreprises, en particulier, c'est encore un peu qui en avaient vraiment besoin, qui voulaient créer de la valeur ajoutée, elles les ont prêtés à des spéculateurs qui ont acheté des titres et qui ont spéculé avec les titres. C'est comme ça, par exemple, que s'est développée la crise des subprimes. C'est les banques qui ont financé la spéculation, alors qu'au lieu de financer la production. Et donc, il y a une question des fonds de pension et le CAC 40. Les fonds de pension, c'est ça, c'est une centralisation de capital à partir de gens qui ne sont pas des capitalistes. Les fonds de pension, les fonctionnaires de l'État de Californie, c'est pas eux qui dirigent le fonds CalPERS, c'est des financiers, en fonction de critères de rentabilité extrêmement rigoureux et impérieux. Mais leur argent, l'épargne qu'ils ont placée dans le fonds de pension, elle va venir s'accumuler, va venir augmenter un capital qui va servir ensuite à spéculer, à faire des profits, à acheter des concurrents, etc.
Mais la finance n'est pas déconnectée de l'économie réelle. Parce que les profits que captent les financiers, il faut qu'ils viennent de quelque part. Ils viennent forcément d'une richesse qui a été créée par quelqu'un, en l'occurrence par des salariés. Et la financiarisation, c'est un moyen qui est mis entre les mains des financiers pour capter la plus-value qui est faite par les gens qui travaillent. Le problème, c'est que plus les gens sont épuisés, moins ils sont formés, moins ils sont autonomes dans leur travail, moins ils sont efficaces. Et pendant ce temps-là, le capital continue de s'accumuler. Et donc ça vient exacerber encore la suraccumulation de capital. Par ailleurs, si on fait tout ça en s'efforçant de faire baisser le coût du travail, on va aussi faire baisser les salaires, on va faire l'emploi, on va donc faire baisser la demande. Et donc on va avoir à la fois une offre moins efficace et une demande anémiée. Donc ça produit des récessions, ça produit des stagnations. Parce que on a remis au bout du jour une expression qui date des années 30, qui est la stagnation séculaire. L'économie ne peut s'en sortir que si on injecte sans arrêt de l'argent dedans, pour essayer de regonfler la machine. Mais c'est comme si on gonflait un pneu crevé, c'est-à-dire qu'il faut toujours rajouter davantage d'argent pour que l'économie tienne encore debout. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la politique de Trump, avec l'annonce de la crise qui vient. Mais du coup, ça a un autre aspect intéressant, c'est que les gens peuvent s'en apercevoir aussi. Parce que cette domination de la finance, elle écrase les salariés, les prolétaires, les gens qui n'ont que leurs enfants comme richesse, étymologiquement, et qui ne vivent que de leur travail. Elle écrase aussi tous ceux qui sont un petit peu au-dessus elle écrase les couches moyennes, elle écrase même une partie du petit patronat. Toute une série de couches sociales qui ne sont pas la classe ouvrière, mais qui ont en commun avec l'ensemble des producteurs un antagonisme avec le capital financier. Et donc ça me permet d'évoquer une question. Le capitalisme, disait Marx, a simplifié les antagonismes de classe, avec d'un côté les capitalistes, de l'autre la classe ouvrière, mais est-ce que ça n'est pas un peu plus compliqué que ça? Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, à l'époque de Marx, il faut se souvenir que la majorité de la population n'était ni capitaliste ni ouvrier, c'était des paysans. Et puis on a eu la part de la population paysanne dans les pays développés s'est effondrée dans les années 50. Les autres rurales, c'est à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a une structure sociale qui est très complexe, où il y a encore beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés, il y a beaucoup de techniciens, de professions intermédiaires, de cadres, etc., qui sont à la fois mis en concurrence les uns contre les autres, les couches sociales les unes contre les autres par le capital, qui s'en sert. Alors, c'est flagrant avec les histoires de réforme des retraites. On va opposer les salariés à un statut et les autres, les cadres et les non-cadres. Et en même temps, il y a aussi les bases d'un rassemblement, des intérêts communs contre le pouvoir de la finance incarné par Macron. Cette base de rassemblement, elle existe. Alors, on va avoir des difficultés entre les gilets jaunes. Mais l'enjeu d'une unification du salariat et d'un élargissement du rassemblement au-delà même du salariat face au pouvoir du capital financier, c'est un enjeu politique considérable, qui est vraiment celui auquel on est confronté, toutes les forces politiques sont confrontées aujourd'hui, et en particulier les forces politiques révolutionnaires que nous prétendons être, qui voulons rassembler toutes les forces capables de renverser le capitalisme et de construire une autre société. Mais le capitalisme a toujours eu un caractère mondial. Depuis la découverte de l'Amérique, le marché mondial commence à s'instaurer. Mais là, la mondialisation contemporaine, elle présente des caractéristiques particulières. D'abord, c'est une mondialisation financière. Je vais parler de la dictature des marchés financiers. Ça se développe à la fin des années 70, début des années 80. Domination des marchés financiers, liberté de mouvement de capitaux. La moindre activité économique aujourd'hui est scrutée par Wall Street à travers l'activité d'une trentaine de grandes banques systémiques qui font la pluie et le beau temps sur le marché financier. C'est la réalité. Et l'autre volet de cette réalité, c'est la révolution informationnelle, la constitution de multinationales. Les multinationales, ce sont des sociétés, des groupes qui interviennent dans plusieurs pays en même temps, qui ont rassemblé des capitaux considérables pour pouvoir contrôler ces réseaux informationnels à l'échelle du monde.
Donc qui profitent à la fois du fait qu'ils partagent l'information au niveau du monde et qui font produire certaines choses localement. Donc ils choisissent la façon, la constitution de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les chaînes d'activité. Ils choisissent, on va produire ici, là ou là. Pas comme on dit d'habitude, là on ne produit pas là où les salaires sont bas. On produit là où c'est plus rentable qu'ailleurs. Éventuellement, ça peut être rentable de produire dans un pays où les salaires sont élevés parce que la productivité des travailleurs est très grande. Ou parce qu'ils savent faire des choses que personne d'autre ne sait faire. Et puis dans d'autres cas, on va faire produire dans les pays à bas salaire parce que ça va être plus rentable que de les faire produire dans des pays à salaire plus élevé parce que ça ne demande pas une qualification spéciale. Et donc c'est une forme d'organisation économique du monde, une forme de socialisation du monde, mais privée. Vous voyez que la société anonyme, comme disait Engels, c'est une espèce de socialisation, mais pour le profit, pour la rentabilité. Donc très perverse. Le problème, c'est d'avoir une socialisation du monde, et qui soit pour le développement des êtres humains, le développement des capacités humaines, et en particulier de la niche écologique dans laquelle les êtres humains vivent. Alors c'est très... On ne sait pas forcément qu'aujourd'hui, 50% des salariés des entreprises françaises travaillent dans un groupe multinational. Pas forcément un très grand groupe, mais dans un groupe multinational qui a du capital étranger. Et à l'inverse, 55% des salariés des groupes sous contrôle français sont à l'étranger. Donc on est en plein, jusqu'au cou dans la mondialisation. On peut dire on va en sortir, très compliqué. Tout le monde sait comment sont fabriqués les Airbus. Il y a des pièces qui viennent de l'Europe et même bien d'ailleurs. Et tous les produits de l'industrie d'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il y a des chaînes de valeur qui sont mondiales. Et donc, si on veut changer ce monde-là, on n'échappera pas à l'impératif de changer la mondialisation. C'est la conclusion que je suis tenté d'en tirer. Et pourquoi est-ce qu'on peut changer cette mondialisation? Parce qu'elle est en crise, précisément. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la relocalisation des chaînes d'activité qui se dessinent depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans. Les multinationales sont en train de restructurer leur chaîne de valeur pour ne pas aller aussi loin dans la fragmentation. Boeing a réduit le recours à la sous-traitance parce que ça produit des catastrophes. La catastrophe de Fukushima a eu des effets écologiques, mais il y a aussi des effets économiques parce que toutes les productions qui avaient qui reposaient pour une part sur une partie de la production au Japon ont été paralysées pendant plusieurs mois. Et ça a été senti dans le monde entier. Donc, tout ceci est en crise. Ça ne peut plus continuer comme ça. La guerre économique entre Trump et la Chine, de Trump contre la Chine et contre le reste du monde en réalité, c'est aussi la manifestation que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, ma conclusion, mais on peut discuter, c'est qu'il n'y a pas d'issue sans un combat pour une autre mondialisation. Alors, il y a une question qui dit, mais alors est-ce qu'il ne peut pas y avoir, plutôt qu'un capitalisme mondialisé, dérégulé, etc., des capitalistes, il y aurait des capitalistes qui seraient moins peut-être pervers, et moins dangereux, et moins malfaisants que d'autres. Et on pourrait trouver là une marge de manœuvre politique pour développer une alternative qui n'aille pas jusqu'à rompre radicalement avec le capitalisme. J'ai compris la question comme ça, c'était une interprétation un peu... Mais je crois vraiment, et ça c'est une conviction fondée sur le travail, mais qui peut être contestée bien sûr, c'est que on ne peut pas sortir de la crise actuelle sans remettre en cause très profondément les lois profondes du capitalisme, et en particulier la régulation par le droit. On ne peut pas se permettre. Alors, un des éléments qui semble me le montrer, c'est la crise de la social-démocratie dans le monde entier. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont dit leur dernier mot. On voit remonter les théories réformistes dans le débat économique, Piketty, etc. Mais le fait est que partout, il y a cette magnifique construction politique, économique, sociale qui a été la social-démocratie en Allemagne, en Suède, sous d'autres formes aux États-Unis, au Japon, en France. Aujourd'hui, c'est par terre. Politiquement, les partis sont laminés. Et le chaos politique se développe. Donc, je vois là un symptôme du fait que, non, on ne peut pas se contenter des recettes qui ont marché en 1930 et 1940. Voilà, ça c'est une conclusion politique à laquelle je crois profondément et qui justifie, personnellement, mon adhésion au Parti communiste français.
Parce que précisément, je ne veux pas m'en tenir à ce qui a été fait par les grands mouvements révolutionnaires du passé. Je veux faire des nouveaux mouvements révolutionnaires qui aillent plus loin. Et je pense que les forces existent pour faire cette révolution radicale. Et avant d'en dire un peu plus sur la façon de s'y prendre, je finis, et on aura fini la première heure, sur ma quatrième partie, si je veux dire, l'Europe. Parce que l'Europe fait partie du monde. J'ai tendance à dire qu'on ne changera pas le monde si on ne change pas l'Europe. Alors il y a des questions. Même avec un gouvernement réel à gauche en France, comment pourrait-on mettre en œuvre une mesure face au reste de l'UE et des forces capitalistes aux manettes? Autre question du même genre, la France peut-elle mener seule une politique économique différente au sein de l'UE vu les traités actuels? Alors moi je pense que, première remarque, disons, liminaire, c'est que le scénario qui voit un mouvement social très puissant en France, débouché sur une majorité de gauche, avec un parti communiste très puissant, des ministres communistes au gouvernement, et une politique très à gauche qui va entamer un processus révolutionnaire. Et puis tout autour, l'Europe reste dans sa torpeur et dans sa... Ce n'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Vous pouvez y rêver dans la jeunesse, dans les années 70 encore. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que si les choses vont mieux en France, ça ira probablement mieux aussi ailleurs, autour. Et inversement. Ce qui est en train de se passer en Italie, en Allemagne, ou même en Grande-Bretagne, je ne suis pas très optimiste sur les conséquences politiques du Brexit, j'espère que je vais me tromper. Ça ne nous aide pas à nous ici. Bon. Donc, il y a une certaine forme de solidarité politique à l'échelle de l'Europe au moins, sur l'échelle du monde, mais déjà à l'échelle de l'Europe qui a été une zone dans laquelle des expériences politiques ont eu lieu, qui n'ont pas eu lieu forcément de la même façon ailleurs. Par ailleurs, je crois vraiment que du point de vue économique, écologique, culturel, social, il y a un énorme besoin de coopération entre pays européens et entre peuples européens. Je dis coopération, pas construction d'un État fédéral centralisé et autoritaire comme ce sont en train de faire les gens qui ont inventé la BCE et ceux qui continuent comme Macron et comme ça. C'est pas ça qu'on a besoin. Par contre, on a énormément besoin. Et alors c'est très difficile à faire comprendre ça. On peut citer des taux la part énorme du commerce extérieur des différents pays européens entre eux, n'a rien à voir avec le commerce extérieur avec les autres pays ou avec l'exemple chinois, l'exemple américain. Tout ça, c'est des chiffres. Mais j'ai entendu un Britannique l'autre jour, tout à fait par hasard, expliquer sa vision du Brexit. Il a dit, moi je croyais que le Brexit, c'était comme un puzzle, on prend une pièce, on l'enlève, et ça y est, on a fait le Brexit. Et je me rends compte qu'en réalité c'est très compliqué. C'est comme si on prenait une tapisserie et qu'il faut enlever la morceau de la tapisserie. Donc il faut défaire tous les fils les uns après les autres. Et nous avons des fils en Europe qui passent partout, économiques, sociaux, administratifs. Et je ne crois pas qu'on aurait... donc il y a ce besoin de coopération. Et une des motifs de ce besoin de coopération, à mon sens, c'est qu'on ne peut, à mon avis, on ne comprend rien à l'Union européenne, mais on ne comprend rien à l'euro si on n'a pas en tête le dollar et l'impérialisme américain. L'Europe et la construction européenne actuelle ont été construites dans un monde dominé par les États-Unis. Et ceux qui l'ont construite avaient comme projet de défendre une certaine conception des intérêts du capital européen en complicité avec la domination du capital américain. Alors, avec des rivalités. Ça ne marche pas. Mais l'alternative, elle ne peut se concevoir qu'en tenant compte du fait que nous sommes face à l'impérialisme américain. Et nous sommes entraînés sous sa domination. Et donc, il faut être capable de résister à cette domination. Et je crois qu'il y a besoin de solidarité entre Européens face à cette domination. En un exemple, on ne serait pas du tout plus souverain du point de vue monétaire si on était en ordre dispersé face à Wall Street au dollar que si on avait l'euro et qu'on se batte pour changer le fonctionnement de l'euro. Alors la question n'a pas été posée sous cette forme, mais il y a la question sur les traités. Bien sûr qu'il faut changer les traités européens. Évidemment, le traité de Maastricht, c'est scandaleux. L'indépendance de la Banque centrale, le pacte de stabilité qui est l'outil pour avoir la Banque centrale indépendante, et l'euro au service des marchés financiers. C'est intolérable, il faut changer ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On mène une grande campagne pour demander que 27 chefs de gouvernement se viennent autour d'une table pour négocier des nouveaux traités qui vont donner la priorité à l'emploi, à l'écologie, à la création de richesses dans les territoires, au PME et tout ça.
On attend qu'ils aient négocié un traité, qu'ils aient tous signé le même traité, qu'on les fait ratifier le traité dans 27 pays, pourquoi pas 28, donc on en est. En plus, moi je trouve, voilà, je ne sais pas pourquoi l'Albanie et la Macédoine du Nord ne pourraient pas entrer dans l'Union européenne. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, déjà à 27, il va falloir faire. Donc, ça va être très long, et pendant ce temps-là, la crise va continuer. Et pendant ce temps-là, les marchés financiers vont continuer leur ravage. Et les gestions capitalistes vont continuer d'exploiter, d'appauvrir, de monter les inégalités et tout ça. Donc, si on veut changer les traités, je ne suis pas sûr qu'attendre, faire de l'action des États un préalable soit la méthode la plus efficace. Je pense qu'il y a une méthode plus efficace. Je pense qu'il y a des luttes dans les différents pays d'Europe. Et que ces luttes peuvent être convergentes. Autour d'objectifs concrets. Par exemple, les cheminots français et les cheminots allemands, belges, néerlandais, ont vraiment intérêt à un développement du service public ferroviaire dans toute l'Europe occidentale. Et au-delà. Par exemple, on a des quantités quoi. Et donc, si on était capable de définir des objectifs concrets, par exemple, investir chaque année 100 milliards d'euros en Europe pour développer le transport de marchandises sur les trains. Le train des primeurs de Perpignan, mais bien au-delà. Et qu'on puisse dire, voilà un projet. Il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Et cet argent, il va se traduire par des installations techniques qui vont être efficaces, qui vont préserver le climat, qui vont développer l'emploi, etc. Et par conséquent, il faut que ces investissements soient financés à 0%, même à moins de 0%, puisqu'elle le fait déjà par la Banque Centrale Européenne. Et que dans toute l'Europe, on ait des appels dans ce sens. Il y en a un en France, il pourrait y en avoir un en Allemagne, il pourrait y en avoir en Italie. Et même sans attendre que tous les pays soient là, mais que ça se développe. Et qu'il y ait une espèce de vague qui monte en direction de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, du Parlement Européen pour exiger des changements. Je crois qu'on obtiendra des résultats partiels. On a déjà obtenu, par exemple, par cette méthode-là, la création d'un pôle public d'impression des billets décidé par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Ce n'était pas du tout sa doctrine au départ. Mais il y a eu des luttes convergentes de salariés des banques centrales et ils ont obtenu ça en 2014. Donc on peut imaginer de faire ça à une échelle plus grande. Par exemple pour les transports ferroviaires, par exemple pour la santé, par exemple pour l'environnement, par exemple. Et là, on aurait l'argent, on aurait changé la politique monétaire de la BCE, on n'aurait pas changé les traités. On les aurait un peu violés, mais pas trop. Et puis au bout d'un moment, si on s'habitue à violer les traités, on va s'apercevoir qu'effectivement, il faut les changer. Je crois que c'est une méthode qui sera plus efficace que la méthode que je voyais précédemment. Et puis bon, je ne le développe pas parce que j'ai fini avec un tout petit peu de retard la quatrième partie des questions que j'avais relevées. Et je pense qu'il faut aussi avoir en tête l'importance considérable des coopérations entre pays européens, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, mais aussi avec ce qui nous entoure. Il y a un énorme enjeu de sortir du néocolonialisme en Afrique. Mais on y sortira. Il y a plusieurs façons d'en sortir. Mais bon, je vais plus loin, il n'y a pas de question là-dessus. Il n'y a pas de question sur l'Afrique et sur la Chine. Mais on peut sortir de la France-Afrique sous l'égide de Alassane Ouattara, ancien fonctionnaire du FMI, et l'Afrique livrée comme un plateau à l'impérialisme américain. C'est un processus en cours. On peut aussi sortir de la France-Afrique avec une présence chinoise encore accrue, et qui ne tiendrait pas forcément compte des intérêts conjoints des Africains et des Européens. Donc il y a quelque chose de complètement nouveau à inventer en termes de coopération entre la France et l'Afrique, mais entre l'Europe et l'Afrique. Mais il y a aussi un problème de rapport des forces face à l'impérialisme américain. Dans quel camp est-ce que l'Europe se place? Est-ce qu'elle est dans le camp de Wall Street, de Trump, ou est-ce qu'elle est dans le camp des pays émergents qui réclament une autre mondialisation? Aujourd'hui, l'Europe est complètement dans le camp de l'impérialisme américain. Macron va faire des discours en Chine, mais en réalité, il n'a jamais rien fait pour obtenir que la pression soit mise sur les États-Unis pour venir à la table de négociation et arrêter la guerre économique et discuter sur une autre forme d'organisation du monde, comme on l'a fait à Bretton Woods en 1944. Et moi, j'aimerais qu'on évite de passer par une guerre mondiale pour en arriver là. J'aimerais qu'on puisse le faire avant. Et ça l'Europe a une énorme responsabilité.
Vraiment énorme. Donc voilà, donc ça, on a prévu une pause à 9h15, il est 9h21, donc je crois qu'il est grand temps. Bon, merci Denis pour cette première partie. L'exercice était vraiment difficile, hein, puisque c'était 40 questions. Tu as couvert très large, tu as fait plus que donner des pistes, il y a des choses que tu as un petit peu bien creusées même. Voilà, bon, je crois que donc là Questo maintenant, fiore del je partigiano. donne un quart d'heure. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.